l'enregistrement. Voilà, c'est parti. Alors, rapidement, pour les personnes qui n'ont pas encore utilisé Zoom, je vous projette un document. Voilà, donc ça, j'ai fait un screenshot de ce que vous avez devant les yeux. Vous avez ici un onglet qui s'appelle Partager l'écran, que je suis en train d'entourer. Je vais l'entourer en blanc, ce sera un peu mieux. Voilà, donc écran partager l'écran. Vous avez également un onglet qui s'appelle Converser. Alors, si vous voulez communiquer avec moi, c'est celui-ci que vous allez utiliser. Donc, est-ce que j'aurais besoin de savoir si les personnes qui ne connaissent pas Zoom? À ce moment-là, notifiez-le dans la conversation. Donc, si personne ne répond, je considère que vous savez déjà utiliser Zoom et communiquer avec moi. Non? On a déjà eu des cours, effectivement, Ok, aujourd'hui. C'est très bien. Donc, on va pouvoir passer sur on va dire le b.a.-ba de Zoom. Ok, alors, donc je vais vous vidéo projeter le cours en question. Est-ce que vous avez pu avoir accès au Moodle? Pour moi, c'est bon. Ok, donc ça Moi fonctionne. aussi, c'est bon. L'accès à Moodle fonctionne en mode anonyme. Oui. Super. Donc Moodle sera notre porte d'entrée unique encore en ce qui concerne les cours de l'école analogique. Je pense que pour l'école, ce sera pareil. Alors, on va passer, je vais repartager l'écran et on va faire un petit point sur justement le fameux l'évaluation là que j'avais demandé de faire. Alors, globalement, vous voyez ici, je suis en train de dépouiller les résultats. Note globale, la moyenne est à 9 bonnes réponses sur 11 questions, ce qui est plutôt bien. Quand même un petit score à 5 ou 6. Alors rapidement, donc, du coup, vous avez un point et vous savez où pêche, on va dire, où se situent vos erreurs. Donc si on va refaire un petit passage rapide. Alors première question, la bobine idéale, elle, à basse fréquence, est équivalente à un interrupteur fermé, puisque J oméga, L oméga tendant vers 0. Question suivante. La bobine idéale à haute fréquence, c'est l'inverse, c'est un interrupteur ouvert. Ensuite, le filtre ADSL est de quel type? Alors, c'est un passe-haut. C'est un passe-haut puisque à haute fréquence, vous allez avoir ici un interrupteur ouvert. Si je note. Le L ici va se transformer en interrupteur ouvert. Ça va se transformer en interrupteur ouvert. Du coup, on n'a pas de courant qui peut passer. Le RI est égal à 0. Du coup, US est égal à UE. Voilà. Question suivante. Le tracé représente une source de tension, puisque on voit que la tension chute légèrement. Alors, ce n'est pas une source de tension idéale, c'est une source de tension réelle. Ensuite, la résistance interne, grand R, elle est faible, puisque vous avez une faible pente, ce qui signifie que ici, le terme R, puisque c'est U en fonction de I, le terme R est faible. C'est plutôt une bonne source de tension. Ensuite, le tracé suivant représente une source de courant. Alors, on peut le voir différemment, effectivement. Enfin, on peut voir que c'est une source de courant. Comment? Tout simplement, si on a une source de courant, c'est comme si on avait ici
Si vous aviez une source de courant, vous auriez une source de tension, donc c'est plutôt U horizontale. Alors qu'ici, on a une source de courant, puisque le courant ici serait quasiment constant, hein, quelle que soit la valeur de la tension demandée. Donc on est dans une structure type source de courant. Et comment est-ce qu'on peut faire du coup la différence entre une source de courant ou, enfin, là par exemple c'est une source de courant, mais ça pourrait très bien être une source de tension avec une résistance vraiment très très élevée, non? Oui, alors dans ce cas-là, ce serait une source de tension avec une résistance interne très élevée, ce qui revient à avoir une source de courant en fait. Parce qu'une source de courant, disons il aurait fallu alors à ce moment-là avoir pour peut-être distinguer, avoir le schéma électrique, de façon à pouvoir voir que dans le schéma qu'on aurait une source de tension en série avec une résistance. En l'occurrence, ici, alors si je reviens dessus, hein, moi je me base sur la caractéristique graphique en réalité, qui montre que la droite elle est quasiment verticale et que du coup le courant varie peu, quelle que soit la tension à ces bornes. Alors effectivement, on a une équation du type d'une source de tension, mais dans les faits, le montage se comportera comme une source de courant. C'est bon pour les explications? Oui, c'est bon. Alors ensuite, la résistance interne ici est une résistance qui est élevée, puisque la pente est très fortement négative, donc le grand R est très grand. Alors, si j'applique le diviseur de tension, la bonne réponse est, si on a un diviseur de tension, il faut se ramener à une structure où on a 3 résistances en série, pour que le courant qui traverse chacune des impédances soit le même. Ici, donc, on aura un courant qui va traverser la résistance R1. Si je prends ce courant ici, par exemple, ben, ça va être le même que celui qui traverse R3, mais ça ne va pas être le même que celui qui traverse R2 ou R4. Donc, la seule solution pour s'en sortir, c'est de considérer ici une résistance équivalente, de façon à ce que ce soit le courant qui traverse la résistance ici, R équivalente, que la résistance que le courant qui traverse R3 ou R1. Du coup, la résistance équivalente ici, c'est R4 en parallèle avec R2, c'est-à-dire le produit sur la somme. Donc R4, R2 divisé par R4 plus R2. Et si on regarde effectivement l'équation qu'on a ici, eh bien, l'équation ici, c'est bien la résistance équivalente divisée par R1 plus R3 plus la résistance équivalente, le tout fois la tension globale VCC. Voilà. Question 9. Si on applique le diviseur de courant. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse 4. Alors ici, il y avait un tout petit piège. Le piège en question, c'est que la résistance R4 est parcourue par un courant I4 qui vaut 0, puisqu'on a un interrupteur ouvert ici. Alors, on peut appliquer le diviseur de courant en considérant, à ce moment-là, on utilise toutes les résistances, mais en considérant que I4 vaut 0, c'est-à-dire ce serait I1 sur R1, plus I2 sur R2, plus I3 sur R4, plus 0 sur R4, le tout divisé par 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, plus 1 sur R4. Ce qui est l'équation que l'on... Alors, attendez voir... non, pardon, passe. Au lieu de dénominateur, on n'a pas plus 1 sur R4. Je viens de le voir ici. Puisque de toute façon, la résistance R4 n'est pas concernée, puisqu'elle n'est traversée par aucun courant. Du coup, si on fait une loi des nœuds ici, on ne retrouve pas le terme en 1 sur R4 au dénominateur. Donc en fait, il faudrait arriver à, par une vue de l'esprit, il faudrait arriver à supprimer cette résistance
la retirer du schéma, de façon à repartir sur un schéma qui ne comporte que 3 résistances. Dixième question, si j'applique le théorème de Millman, la bonne réponse est, alors là c'est la même chose, on a une branche dans laquelle on a une résistance R4, mais on n'a pas de source de tension. Ce qui veut dire que, en l'occurrence ici, on n'a aucun courant qui traverse la résistance R4. Donc la résistance R4, je la supprime du schéma, et je ne considère que R1, R2, R3. Dans la branche où il y a R3, on a une source de tension, je peux considérer que c'est comme si j'avais ici une source de tension V3 qui était nulle, et du coup je peux appliquer directement le terme de Millman qui me donnera la réponse numéro 1. Donc V1 divisé par R1, moins V2 divisé par R2, le moins parce que la tension V2 est chiffrée dans le sens, est pointée dans le sens opposé à U, et le tout divisé par, alors après il y a plus la source de tension associée à R3, mais cette source de tension vaut 0, puisque c'est un fil. Le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et enfin la dernière question, les éléments du modèle équivalent de Thevenin sont, alors, c'est la réponse numéro 1. Alors, pour trouver le ETH, comme on regarde ce qui se passe à gauche des points A et B, qui sont ici, ça veut dire qu'on va mesurer la tension U à B, ce qu'on appelle la vide, c'est-à-dire pour un courant qui sort ici, un courant qui est nul. OK. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro et à poser la question live. Comme ça, moi, je peux revenir dessus, comme l'a fait votre camarade tout à l'heure. Alors, pour calculer cette tension UAB lorsqu'on n'a pas de courant, il se trouve que dans la maille ici, on a un circuit série, ce qui fait que le courant qui traverse R1 ici est le même que le courant qui traverse R2. Du coup, je peux appliquer le diviseur de tension. Ce qui me donne UAB à vide, c'est R2 divisé par R1 plus R2 fois VCC. Ce qui nous donne ici l'expression de UAB à vide qui n'est autre que ETH. Pour la résistance de Thevenin, pour la résistance de Thevenin, on éteint les sources indépendantes. Ici, la source, on a une seule source, c'est VCC, donc on va la remplacer par un interrupteur fermé. Donc on a une tension nulle ici. Du coup, on se retrouve avec une résistance vue entre les points A et B qui est équivalente à une résistance R1 en parallèle avec R2, puisque ce point-là se retrouve connecté à la masse, puisque la source de tension VCC vaut 0. Et de ce fait-là, la résistance R vue entre les points A et B, c'est R2 en parallèle avec R1, c'est-à-dire R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Voilà. Alors ça va clore l'évaluation. Ok, alors on va passer du coup à la suite du cours. Alors, vous n'avez pas les polis, c'est ce que j'ai appris, puisque les polis ont été à disposition à l'accueil le lundi au moment où l'école a fermé. Alors, ce que je vais faire, c'est que le PowerPoint que je vais compléter et qu'on va regarder ensemble, je le laisserai au fur et à mesure des cours, je le laisserai à disposition sur le Moodle complété. Du coup, vous aurez accès à un cours, et ce cours-là suffira largement pour faire les exercices d'application. Si malgré tout ce n'est pas suffisant, je verrai alors à ce moment-là pour compléter le cours du poly que je vous ai fait. Et le mettre pareil à disposition sur le Moodle. Alors, on revient donc à la diode. En cours, je vous avais expliqué qu'une diode en fait, est composée de semi-conducteurs. Un semi-conducteur, c'est quoi? Je vous l'avais dit, c'est un composant qui peut à la fois être
isolant ou conducteur, en fonction de la température, de l'éclairage et de la tension électrique. Alors, ici, on reprend le cas où on a du silicium avec 4 atomes périphériques. Donc, on a des liaisons covalentes qui s'effectuent au niveau à la liaison entre chaque atome. Et si j'applique un champ électrique, eh bien, on va avoir une force électrique associée qui va avoir une force suffisante. Si j'applique une tension U suffisamment élevée, la force électrique va pouvoir arracher un électron des couches périphériques. Cet électron va donc devenir un électron libre et va se déplacer. Et la place laissée vacante, on appelle ça un trou. Ce trou donc représente une charge positive puisque l'électron est parti. Donc l'atome de silicium ici est devenu un ion et possède une charge positive. Or, les électrons qui sont à proximité vont avoir tendance à occuper cette place laissée vacante. Donc si un électron quitte sa place pour aller occuper la place du trou, c'est comme si le trou s'était artificiellement déplacé d'un point à un autre. Donc on a un déplacement de charge positive. C'est virtuel, hein, parce qu'en fait, le trou ne se déplace pas. C'est l'électron qui prend sa place qui fait qu'on a un trou qui apparaît ailleurs, ou un déplacement virtuel de charge positive. Et on peut avoir de ce fait une conduction par électron, mais aussi également par ce fameux déplacement virtuel de charge positive. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un semi-conducteur au silicium, si j'applique un champ électrique suffisamment fort, on va avoir un courant qui va pouvoir passer du pôle plus vers le pôle moins. Mais il faut appliquer un champ électrique très élevé pour que ce phénomène se produise. Alors, l'idée, c'est que ce phénomène puisse se produire, mais pour des tensions beaucoup plus faibles. On voudrait, par exemple, gagner un facteur 1000. Pour quelques volts, on voudrait qu'on ait un courant qui puisse passer, et pour en dessous du volt, que le composant se comporte comme un isolant. Alors, pour réaliser ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doper le matériau de silicium. Que signifie un dopage? C'est l'injection d'atomes, ce qu'on appelle d'impuretés, d'atomes pentavalents, comme le phosphore, par exemple. Alors, l'atome de phosphore, la particularité, c'est qu'il possède 5 électrons périphériques autour du noyau. L'atome est neutre. Et donc, si cet atome de phosphore est mis à proximité d'un atome de silicium, on va avoir les liaisons covalentes qui vont se produire, à savoir les 4 électrons périphériques vont se mettre en liaison avec les électrons de l'atome de silicium. Et il va rester ici un électron célibataire qui, lui, n'aura pas de liaison covalente. Et le fait d'être sur la couche périphérique, si on applique un champ électrique relativement faible, on va pouvoir arracher cet électron qui va pouvoir donc se déplacer pour une tension qui est beaucoup plus faible que la tension précédente, qu'on en avait uniquement que des atomes de silicium. Et donc ce phénomène va se produire pour un champ électrique faible, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir un courant qui se déplace pour une tension faible. Alors on a un deuxième... On a une conduction qui sera majoritaire par électron, puisque les électrons seront majoritairement mis en mouvement par ce champ électrique. Et l'électron qui va passer va laisser un trou, et donc on aura une conduction minoritaire par trou, puisque ce phénomène sera statistiquement beaucoup moins présent pour les trous. On peut avoir un dopage P aussi. Un dopage P, alors on prend un atome qui, lui, ne possède que 3 électrons périphériques. C'est un atome neutre. Et si on met en présence du silicium, eh bien on va avoir de nouveau les 3 électrons du bord qui vont se mettre en liaison covalente avec les 3 électrons périphériques du silicium. Et on va avoir un électron du silicium qui va se trouver sans liaison covalente. Et donc là, c'est un électron manquant ou un trou. Et si on met un champ électrique, eh bien, on va avoir une conduction qui va se faire cette fois-ci, donc apparition d'un courant pour un champ électrique faible. Comme on a déjà à l'état natif, on a déjà présence de trous
eh bien, il suffit d'appliquer un faible champ électrique pour que les électrons qui soient à proximité immédiate comblent ce trou. Et donc, de cette façon-là, on va avoir un déplacement virtuel de trou. Donc, on a une conduction majoritaire par trou. Et si on veut arracher des électrons libres, il faudra appliquer un champ électrique beaucoup plus important. Donc, voici les techniques qui sont utilisées. On dope pour que le matériau devienne conducteur pour une faible tension appliquée à ces bornes. Alors, je reviens à la diode. La diode, en réalité, c'est quoi? C'est une association, ce qu'on appelle aussi une jonction, où on va associer deux matériaux. Un matériau dopé N, qu'on appelle type N, et un matériau dopé P, qu'on appelle type P. Et lors de la construction de cette diode, on va mettre en contact la zone P avec la zone N. Donc, lors de la mise en contact, on va voir ce qu'on appelle un phénomène de diffusion. C'est-à-dire que les électrons libres qui sont présents ici dans la zone N vont avoir tendance à aller dans une zone où ils sont le moins présents du fait du phénomène de diffusion. Et donc, les électrons vont se déplacer pour aller rejoindre ici la zone P. Mais ça se fait juste au niveau de la jonction. Inversement, les trous qui sont présents dans la zone P ne sont pas présents dans la zone N, et donc on va avoir une migration de cet effet de concentration de trous qui va avoir lieu ici dans la zone type N. Donc on va avoir un double déplacement, un déplacement d'électrons de N vers P et un déplacement de trous de P vers N. Ça va avoir lieu le temps de la construction, c'est-à-dire quand on met les deux jonctions en contact, les deux semi-conducteurs en contact, et cette diffusion, à un moment donné, elle va s'arrêter parce qu'on va arriver à un équilibre, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la diffusion, eh bien, comme on a un déplacement de charge négative qui va arriver dans la zone P et un déplacement de charge positive qui va arriver dans la zone N, on va avoir création progressive d'un champ électrique E interne. Et ce champ E électrique interne, il va augmenter au fur et à mesure de la diffusion, et à un moment donné, quand on va arriver à un équilibre, ce champ E va lui stopper cette diffusion. Cette diffusion va se stopper quand on aura le champ E interne qui vaudra une valeur qui vaut E0. C'est ce qu'on appelle une barrière de potentiel. Et ça, c'est la diode alors qu'elle n'est pas alimentée. Donc, à l'état natif, une diode possède déjà en interne un champ électrique interne. Alors, cette diode qui n'est pas alimentée, elle possède un champ E interne. Ça crée ce qu'on appelle une barrière de potentiel. Alors, cette barrière de potentiel, elle vaut une valeur qu'on appelle VF, qui vaut à peu près 0,7 volts. Et cette valeur VF, eh bien, on a la relation E0 qui vaut moins gradient de VF. En fait, le potentiel est progressif, et si vous dérivez ce potentiel, vous obtenez le champ électrique E0. Maintenant, donc il n'y a pas de courant qui traverse cette jonction à l'équilibre si on n'alimente pas une diode. Si maintenant j'alimente cette diode avec une source de tension, donc ici une tension VAK, que je nommais VAK, et la particularité c'est que VAK est supérieur à cette barrière de potentiel justement, nommée VF, qui vaut à peu près 0,7 volts. Alors, si VAK est supérieur à VF, eh bien, la tension VAK va créer un champ électrique que j'appelle E extérieur. Et ce champ électrique, donc dirigé vers les potentiels décroissants, va venir s'additionner au champ E interne qui existait déjà dans la diode. Et le champ E résultant, ça va être la somme des deux. Donc, si la tension VAK est suffisamment importante, le champ électrique E extérieur va pouvoir compenser le champ E interne, va pouvoir être même plus grand, ce qui fait qu'on va avoir un E résultant qui va être supérieur à 0 et qui va pouvoir arracher des électrons de la zone N pour les emmener vers la zone P, ce qui va créer l'apparition d'un courant dans la diode. Donc, dès que le E total est supérieur à 0, autrement dit, dès que la tension qu'on applique au banc de la diode est supérieure à ce fameux 0,7 volts,
eh bien, la barrière de potentiel est vaincue et on a des électrons qui passent de la zone N vers la zone P, ce qui traduit le fait qu'on a un courant qui traverse la diode de la zone P vers la zone N. Ok. Ensuite, si maintenant, aux bornes de la diode, j'applique une tension inférieure à cette fameuse tension VF, eh bien, en l'occurrence, si j'applique une tension dans ce sens, alors là, la tension VAK elle est inférieure à VF, elle peut être même négative. Cette tension VAK va avoir pour effet de créer un champ électrique extérieur qui va changer de sens et qui va lui s'additionner vectoriellement avec le champ E interne à la diode. Donc le champ global va être plus élevé, va être plus grand que le champ E interne. Ce qui fait qu'on va renforcer cette barrière de potentiel. Si cette barrière de potentiel devient plus élevée, eh bien, on accentue l'effet de blocage de la diode. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire passer d'électrons puisque la barrière de potentiel augmente en valeur et on n'arrive pas à la diminuer pour ensuite la vaincre. Donc le fait de mettre une tension inférieure à la tension VF augmente l'effet de blocage de la diode. Donc on n'a pas de courant qui traverse la diode. C'est ce qui permet de fonctionner, de faire fonctionner la diode en tant qu'aiguillage de courant. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de courant qui traverse la diode. Alors ça, c'était une explication avec les mains. Pour que ce soit un peu plus quantitatif, il faudrait rentrer dans un cours sur la structure des matériaux que vous aurez plus tard. Donc pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Alors, quelle est la caractéristique d'une diode? La caractéristique d'une diode, il faut qu'on a 3 zones. Enfin, en réalité, on en a 2. On a ce qu'on appelle le sens direct, qui est ici. Alors, ce sens direct, c'est lorsqu'on met une tension VAK qui est supérieure à la fameuse tension VF. Alors, vous pouvez voir que ici, la caractéristique, elle ne décolle pas tant que je n'ai pas dépassé la tension VF. En fait, on démarre tout doucement et ensuite le courant prend rapidement de l'importance. On a également une zone de blocage. Cette zone de blocage, c'est lorsque l'on n'a aucun courant qui traverse la diode, aucun courant ID. Et pour ça, il faut que la tension soit inférieure à cette fameuse tension VF. Donc la partie gauche, la diode est bloquée. La partie droite, en termes de tension, on a la diode qui est passante. Et on a une troisième zone. La troisième zone, c'est la destruction de la diode. Alors, la première, c'est si le courant dépasse un courant moyen donné par le constructeur, eh bien, vous allez claquer la diode, c'est-à-dire que la diode va monter en température parce que le courant monte trop en valeur et la diode va se détruire. On a un phénomène d'avalanche qu'on n'arrive plus à contrôler, ce qui fait qu'on a un emballement en courant qui s'ensuit d'un emballement en température et la diode est détruite. On a également une zone de destruction qui est paramétrée par en tension et non pas en courant. C'est ce qu'on appelle VRRM, c'est une tension répétitive maximale inverse. Et si par exemple VRRM vaut moins 1000 volts, eh bien, si vous appliquez une tension qui est de moins 1500 volts, vous allez, pareil, vous allez détruire la diode. Donc on a 2 phénomènes qui peuvent la détruire, soit trop de courant dans le sens direct, soit une tension en blocage qui est trop élevée. Au niveau de la modélisation mathématique, alors dans le sens direct, c'est-à-dire dans cette zone de fonctionnement ici, le courant varie exponentiellement dans la diode. Donc l'idée, c'est une valeur de courant IS. Alors IS est très faible, hein, c'est de l'ordre du nanoampère ou du picoampère. Et comme c'est associé à une exponentielle ici, qui devient très rapidement importante, le courant ID, dès que la tension VAK, présente ici, va augmenter,
l'exponentielle va devenir très grande par rapport au terme unitaire ici, qu'on peut rapidement négliger, ce qui fait que le courant ID va rapidement augmenter. Il ne faut pas que ce courant dépasse cette fameuse valeur de IFAV sous peine de détruire la diode. Et la caractéristique, c'est une caractéristique exponentielle. Alors, ce n'est pas linéaire, donc dans les équations, ça complique un peu, c'est pour ça qu'on va passer par des modèles linéaires qui permettent de simplifier cette caractéristique mathématique. Alors, en inverse, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas de courant qui traverse la diode. Les paramètres importants sont le VRRM, donc ça c'est la tension répétitive en inverse. Le VF qu'on a ici, c'est la caractéristique de la diode, c'est à peu près 0,7 volts. Le courant max que peut supporter la diode, le IFAV. Alors IFAV signifie I forward, pour dire direct, average, donc moyen, le courant moyen direct. Et vous avez également la puissance dissipée qui est ici. Alors, pour avoir l'expression de la puissance dissipée, il suffit de faire le produit du courant IF multiplié par la tension VF. En fait, c'est un composant à deux bornes, hein, donc il suffit de faire la tension à ces bornes multipliée par le courant qui le traverse. Voilà, alors, la caractéristique des diodes que vous allez utiliser en TP, hein, la 1N4007, elle peut supporter jusqu'à 1 ampère. Donc, si vous lui mettez 1,5 ampère, elle part en fumée. Et elle tient moins 1000 volts. Et donc, en salle de TP, il n'y a pas de souci. Hein, pour arriver à dépasser 1000 volts, c'est quasiment impossible. Et la tension de seuil vaut 0,7 volts. Donc, si vous mettez plus que 0,7 volts à ces bornes, la diode va conduire. Alors, le constructeur fournit plusieurs courbes permettant de caractériser la diode. La température de fonctionnement influe directement. Alors, on voit ici que la courbe qui est présente devant vos yeux, on voit que le courant, alors en ordonnée, c'est le courant moyen. Donc, on est calibré à 1 ampère, c'est donc bien la diode de TP que vous allez utiliser. Donc, on peut faire passer 1 ampère tant que la température ne dépasse pas 100 degrés, 75 degrés. Si la température d'utilisation passe à 100 degrés, c'est-à-dire que votre courant max doit se situer à peu près à 0,6, 0,7 ampères. Et si la température dépasse 150 degrés, pour 0 ampère, vous êtes déjà dans la zone rouge. Au-delà de 150 degrés, la diode est détruite. Après, je vous ai parlé d'une tension VF qui vaut 0,7 volts. En réalité, ce VF varie. On le voit ici. Si vous faites passer, par exemple, ici, 10 mA, vous aurez une tension VF qui vaut à peu près 0,6 volts. Si vous faites passer 1 ampère, vous aurez une tension qui vaut à peu près 0,9 volts. Et si vous faites passer, on va dire, 10 ampères, vous aurez 1,4 volts. Alors, ici, il est bien précisé que c'est parce que 10 ampères, vous allez me dire, ouais, mais la diode, elle va claquer parce qu'on peut laisser passer 1 ampère max. Mais en fait, c'est une valeur moyenne. Et là, le constructeur vous dit que pour un pulse, pour une impulsion qui vaut 300 microsecondes, eh bien, avec un rapport cyclique de 1%, vous pouvez laisser passer jusqu'à 20 ampères. Donc, on est en valeur moyenne. Donc là, ce n'est pas un courant continu, parce que si vous êtes en courant continu, vous ne pouvez pas laisser passer plus que 1 ampère. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, là, pour 1 ampère, vous seriez à un VF à peu près de 0,9 volts. Donc ça varie un petit peu, mais pas beaucoup, entre 0,6 et 0,9 en continu. Alors en moyenne, on considère que c'est 0,7 volts. Ça suffit largement pour faire une approximation au niveau des calculs mis en place. Alors, comment savoir si une diode est bloquée ou passante? Eh bien, il y a une méthode d'étude que je vous propose. C'est la suivante. On suppose d'abord que la diode est bloquée. Ça signifie quoi? Ça signifie que le courant qui la traverse vaut 0. Et une fois qu'on a pris cette hypothèse, on va calculer la tension à ces bornes, la tension VAK. Et là, il y a deux cas qui peuvent se produire. Premier cas, si VAK est plus petit que VF, c'est-à-dire 0,7, bien c'est que la diode est effectivement bloquée puisque la tension est inférieure à la tension de seuil VF. Si le calcul mène à une tension VAK qui est plus grande que VF, ça veut dire qu'en réalité, la diode va devenir passante. Et dès que la diode s'est mise en conduction,
la tension aux bornes de la diode se maintient à la valeur de VF à peu près donc de 0,7 volts. Mais monsieur, si Oui. VF varie, comment on peut savoir si on est au-dessus ou en dessous? Si la valeur de VF, vous venez de dire Alors, qu'elle... la valeur de VF que je vous ai présentée tout à l'heure, donc c'était celle-ci. Ça, c'est VF Ouais. lorsque la diode est passante. Ah, ok. Lorsque la diode est passante, elle présente à ses bornes une tension qui vaut à peu près 0,7 volts, mais alors ça peut varier entre 0,6 et 0,9. Ok. Donc là, on considère que la diode est passante dans ce cas-là. Ok, merci. Alors, ça, c'est pour savoir si la diode va être passante ou bloquée. Si maintenant on considère que la diode est conductrice, eh bien, elle peut passer de nouveau à l'état bloqué. Et pour ça, il y a deux conditions de blocage. Alors, si la diode est déjà conductrice, la tension à ses bornes vaut 0,7 et le courant ID n'est pas nul. Elle va passer à l'état bloqué si le courant qui la traverse s'annule. Parce que le courant qui traverse une diode, il est continu, mais il peut avoir une valeur au cours du temps qui varie. Et si ce courant passe par la valeur 0, la diode va se remettre en bloqué. Ou la deuxième possibilité, c'est si la tension VAK devient inférieure à la tension VF. Dans ce cas-là, la diode se bloque. Alors, cette deuxième condition, quand la tension est inférieure à VF, c'est provoqué en général par un circuit extérieur. Alors, on va prendre un petit exemple, une application. On a le schéma ici, et on voudrait savoir si dans ce schéma, la diode D1 est une diode qui est dans l'état passante ou également si elle est bloquée. Autre chose. Ouais. Donc, alors pour le savoir, on va suivre la méthode d'étude qui consiste à dire que la diode est bloquée. Je considère que la diode est bloquée, ici. Si la diode est bloquée, on a donc ID qui vaut 0 par définition. Si le courant ID vaut 0, comme on est en présence d'un circuit série, ça veut dire que la chute de tension présente ici, R1 fois ID est égal à 0. Donc, on a la tension VAK. Si je fais une loi d'émail, tout simplement ici, on va avoir VAK moins 0,5 plus R1ID est égal à 0. Ça veut donc dire que VAK est égal à 0,5. Or, 0,5, c'est inférieur à 0,7. Ça veut donc dire à ce moment-là que la diode reste bloquée. Donc, le mode de fonctionnement de la diode D1 dans ce genre de montage ne pourra être qu'un mode de fonctionnement où la diode est bloquée. Il ne pourra pas en être autrement. Maintenant, je prends une deuxième application. Le schéma n'a pas changé, sauf que ici, la tension s'est inversée. Elle n'est plus égale, en plus, elle n'est plus égale à 0,5 volts, elle vaut 10 volts. Donc, en réalité, ici, c'est 10 volts, mais fléchée vers le bas. Alors, toujours pareil, hypothèse, la diode est bloquée. Ça veut donc dire que le courant ID vaut 0. De la même façon, on se retrouve ici avec la tension borne de R1. Donc, R1 fois ID, ça vaut 0, puisque ID vaut 0. Et on a donc la tension VAK, si je fais une loi d'émail ici. On a donc VAK moins R1ID, VAK pardon, plus R1ID, moins 10 est égal à 0, ce qui signifie que la tension VAK vaut 10 volts. Dans ce cas présent ici,
VAK vaut 10, c'est supérieur à 0,7. Ça veut donc dire qu'à ce moment-là, dans ce genre de montage, la diode va forcément être en conduction et va être passante. Donc D est passante, et dès que cette diode devient passante, la tension VAK va s'établir à 0,7 volts. Alors, si on voulait calculer la valeur du courant ID, eh bien, on pourrait très bien dire ici, oui, alors il y a Guillaume qui a levé la main. Une question, Guillaume? Oui, mais on a fait l'hypothèse que D était bloquante, non? Ouais. Donc ça veut dire que... Et on arrive à la conclusion qu'elle est passante. C'est pas... Ouais, alors, ça c'est la méthode d'étude. Hein. C'est pour savoir, dans ce montage-là, dans quel état sera la diode. Donc, ça veut dire qu'en fait, notre hypothèse est fausse ici. Ça veut dire qu'en fait, elle est tout en passante, non? C'est ça. On prend une hypothèse. Okay. Que la diode, est-ce que la diode est... On prend une hypothèse. La diode est bloquée. En déroulant les calculs, en considérant que la diode est bloquée, si on retombe sur le fait que VAK est plus petit que VF, ça confirme que la diode est bloquée. Si maintenant le VAK devient supérieur à 0,7, ça veut dire que l'hypothèse est fausse. Donc en fait, l'hypothèse ne sert qu'à vérifier si celle-ci est juste ou pas. Alors si on voulait trouver maintenant, alors à partir du moment où on statue et on se rend compte que la diode est passante, ça veut dire que si la diode est passante, lorsqu'elle va se mettre en conduction, la tension à ces bornes va s'établir à 0,7. Et si je veux calculer le courant, ID, eh bien, on va avoir donc VAK, donc la tension R1 ID est dans ce sens, donc VAK plus R1 ID moins 10 est égal à 0, ce qui fait que ID est égal à 10 moins VAK divisé par R1. Que vaut VAK? VAK, comme la diode est passante, le VAK vaut 0,7. Donc, en fonction de la valeur de R1, on peut calculer la valeur de ID. Alors, ce calcul-là ne peut être effectué que si on a statué si la diode était effectivement passante. Alors, c'est pour ça aussi qu'on appelle cette résistance, la résistance R1 que j'ai définie ici, on appelle ça aussi une résistance de protection. Parce que c'est la résistance, vous voyez qu'une fois que la source de tension de 10 volts a été fixée, eh bien, VAK égale 0,7, ça dépend de la diode. Ça ne change pas, c'est une constante. Parce que pour toutes les diodes, c'est à peu près la même chose. Donc, une fois que la tension d'Alim de 10 volts a été choisie, le VAK est imposé, eh bien, ID ne va dépendre que de R1. Donc, si R1 est faible, j'écris très mal, le courant ID va être très grand. Et si ce courant ID dépasse 1 ampère, la diode est détruite. Donc la résistance R1, qui est en série avec la diode, c'est ce qu'on appelle une résistance de protection. C'est elle qui va permettre de protéger la diode, de façon à ce que le courant ne monte pas plus haut que le courant limite. Voilà. Schéma suivant. On est dans le cas où on a une source de tension qui est en parallèle avec la source de tension. Alors, est-ce que cette diode est bloquée ou passante? Eh bien, on prend l'hypothèse que la diode est bloquée. Alors, si la diode est bloquée, il n'y a pas de courant qui passe à travers. Donc, s'il n'y a pas de courant qui passe à travers, on va calculer la tension VAK. En fait, en réalité, il n'y a même pas besoin de considérer que la diode est bloquée ou pas. Parce que la diode soit bloquée ou pas, on a la tension de 2 volts qui est en parallèle avec VAK. Donc, on a 2 volts qui est égal à l'opposé de moins VAK. Ou si vous voulez, on a 2 volts plus VAK égale à 0, hein, si je prends la maille qui est présente ici. Donc on a VAK qui vaut moins 2 volts.
Si VAK vaut au moins 2 volts, tension négative, on est bien inférieur à 0,7, ça confirme le fait que la diode est effectivement bloquée. Donc, dans ce cas, on impose une tension négative par application d'une source de tension 2 volts. On l'applique directement, ce qu'on appelle en inverse, aux bornes de la diode. Donc, forcément, si on impose une tension négative aux bornes de la diode, on bloque la diode. Enfin, dernier cas, je crois, on a un montage dans lequel on a en présence, alors il y a deux choses. On a la présence ici d'une source de tension de 10 volts qui va imposer sa tension de 10 volts entre les deux points. Et puis on a présence ici d'une source de courant. Alors, est-ce qu'on peut prendre comme hypothèse que la diode est bloquée? Si la diode était bloquée, ça voudrait dire à ce moment-là que le courant ID vaut 0. Or, ID est égal à grand I parce que la source de courant est en série avec la diode. Alors, la définition d'une source de courant, c'est qu'elle impose le courant dans la branche où elle est placée. Donc, ID égale I est égal à 0 ampères. La source de courant va imposer sa valeur dans la diode, ce qui veut dire que c'est impossible que la diode soit bloquée. Parce que le courant, il va pouvoir traverser la diode et pouvoir revenir pour une partie dans ce sens et pour l'autre partie du courant dans ce sens. Donc le fait de mettre une source de courant en série avec une diode, eh bien, fait qu'on ne peut pas avoir d'annulation du courant ID, puisque la source de courant va imposer le courant dans la diode en question. Donc automatiquement, la diode va se mettre en conduction. C'est bon? Alors, dès que la diode se met en conduction, eh bien, on a la tension VAK qui s'établit à 0,7 volts. Alors, si on voulait calculer alors, parce que la source de courant présente ici, la source de courant I, elle impose ces fameux 0,5 ampères ici. Maintenant, si je voulais calculer, ici, que vaut la tension aux bornes de la source de courant? Eh bien, je mets en place une loi des mailles. Alors, je prends cette maille-là qui est la plus simple parce que je connais la fameuse tension ici présente qui vaut 10 volts. On a donc VI plus VAK plus 10 égale à 0. Donc VAK, comme la diode est conductrice, ben VAK vaut 0,7, ce qui fait que VI vaut moins 10 moins 0,7. La tension aux bornes de la source de courant vaut moins 10,7 volts. Voilà pour le calcul de la tension VI. OK. Alors, ces exemples sont importants hein, puisqu'ils permettent de comprendre la méthode d'étude. Ensuite, dans une diode, il y a ce qu'on appelle une résistance dynamique. Alors ici, je vous ai représenté la caractéristique courant ID en fonction de la tension VAK aux bornes de la diode. Alors, juste pour rappel, hein, le schéma de la diode, c'est le schéma suivant. On a la diode, clac, avec le courant ID dans ce sens et la tension VAK dans ce sens. Donc on voit que la caractéristique, elle colle à l'axe des origines, hein, donc l'axe des tensions, donc on a 0 ampère.
Et quand on arrive à ces fameux 0,6 volts, eh bien, le courant commence à augmenter. On a le coût de l'exponentielle qui apparaît et très rapidement, l'exponentielle devient beaucoup plus grande par rapport à l'expression. Alors, je vous rappelle juste l'expression, c'était ID qui valait IS facteur de exponentielle de Q VAK sur un paramètre eta qui vaut, alors ça dépend de la construction, le eta c'est entre 1 et 1,5. Q sur, alors ici on a KT, K c'est la constante de Boltzmann, voilà, moins 1. Donc quand on a ici une caractéristique qui est quasiment une droite, c'est dans ce cas-là où le moins 1 devient négligeable et l'exponentielle prend toute son importance. On pourrait linéariser en transformant autour du point de fonctionnement l'exponentielle en une droite. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la pente de cette caractéristique, eh bien, soit je me place à un point de fonctionnement P2, qui est ici. Si je trace la pente, on va donc avoir ici une pente qui vaudra 1 sur R2. Alors, pourquoi 1 sur R2? Parce qu'ici, on a une caractéristique où on représente un courant en fonction d'une tension. Donc la pente, c'est du 1 sur R. Si maintenant je prends un autre point de fonctionnement, on va avoir la pente qui va être complètement différente. Vous voyez, la pente 1 sur RD1 est beaucoup plus grande ici 1 sur RD2. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la résistance dynamique, on appelle ça dynamique, pourquoi? Parce que c'est la pente autour d'un point de fonctionnement. Donc autour d'un point de fonctionnement, on fixe des variations de tension, ce qui va se traduire par des variations de courant, ce qui traduit finalement une résistance dynamique. Et donc, cette résistance dynamique, elle vaut une certaine valeur qui change en fonction du point où on se place. Alors, en pratique, la résistance dynamique est inférieure à 100 ohms. Mais sa valeur peut varier beaucoup selon le point de repos. Alors, en quoi est-ce que cette résistance dynamique est importante? C'est que c'est une imperfection de la diode. On va le voir par la suite. Alors, pour trouver son expression mathématique, eh bien, je considère ici un point de fonctionnement. Donc, je considère que la tension VAK, c'est une tension continue V0 qui est fixée ici, autour de laquelle on va appliquer une variation que j'appelle D de VAK. Alors, cette variation, ça va être une variation de tension V que je suis en train de tracer ici. Ça peut être une sinusoïde. On va tracer par exemple une variation de tension entre ces deux butées. Cette variation de tension va provoquer finalement ici une variation de courant. Donc le courant ID sera égal à un courant I0 continu, qui dépend du point de fonctionnement V0, plus une variation de courant ID autour du point de fonctionnement. Alors, il y a un paramètre qu'on appelle UT, qui vaut l'expression KT sur Q. Le KT sur Q, je vous l'avais présenté tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la tension UT, on appelle ça une tension thermodynamique. C'est une valeur constante, c'est 26 millivolts à 300 degrés Kelvin. Alors, K, c'est la constante de Boltzmann, T, c'est la température en Kelvin, et Q, c'est la charge de l'électron. Alors, pour voir cette résistance dynamique, on part. Le point de départ, c'est l'expression de I0, c'est l'expression du courant ID en fonction de VAK. Alors, si je considère que je suis le point de fonctionnement P2 que j'ai présent ici, ben on a une tension V0 et ça fait apparaître un courant I0. Donc là, je prends l'expression mathématique avec l'exponentielle. Je remplace l'expression Q sur KT présent ici par le terme UT, pour simplifier l'écriture. Et comme le terme -1 est négligeable, parce qu'on a déjà bien décollé dans la courbe, donc l'exponentielle prend une grande importance par rapport au terme -1, je peux considérer que
I0, c'est cette expression. Après, si je veux la résistance dynamique, il faut donc que je calcule la pente ici. Plus exactement, 1 sur RD, c'est la pente de la caractéristique. Donc, c'est ce qui est donné ici. 1 sur RD, c'est la dérivée de ID par rapport à VAK au point de polarisation choisi. Je prends l'expression de l'exponentielle pour une tension VAK, je la dérive. On va donc avoir IS, facteur de 1 sur eta UT, fois l'exponentielle de QVAK sur eta KT. Or, le courant I0, alors cette expression ici, je peux la remplacer. En fait, le terme, on le retrouve ici. Hein. C'est l'expression qui est au-dessus. Donc ce terme-là, je le remplace de nouveau par I0, ce qui nous donne 1 sur RD, c'est 1 sur eta UT fois I0. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que si je veux la résistance dynamique, ben, j'inverse tout ça. Alors, le eta ici, c'est un coefficient fixé par construction. Ça vaut soit 1, soit 1,5. La plupart du temps, on considère que ça vaut 1. Il n'y a que pour les diodes particulières où ce eta varie. Le UT, il dépend que de la température. Donc, c'est un terme quasiment constant, à température constante. Et le courant I0, ben, c'est tout simplement le point de polarisation qu'on a choisi au niveau de la diode. Ce qu'il faut retenir, c'est tout juste ce qu'on a vu visuellement, à savoir qu'en fonction du point de polarisation, le tracé de la pente varie, puisque la courbe Monsieur, n'est pas une droite. Oui, il manque pas un Q dont vous avez dérivé où ça? par rapport à la tension. Ici, là, en fait, tout est contenu dans le terme UT. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, vous avez- Donc le UT, c'est KT sur Q. Alors effectivement, hein, si je n'avais pas mis le UT, j'aurais dû avoir 1 sur eta KT, enfin Q sur eta KT. Mais du coup, Oui, ok. on a tout résumé ça sous le terme UT. Et pourquoi c'est l'expression d'une exponentielle en fait? Comment on l'a démontré ça? Alors ça, il faudrait rentrer dans le cours des matériaux hein, pour montrer que, Ah. la caractéristique de la diode en fonctionnement est une exponentielle. Ok. Alors nous, on Monsieur, va le voir, hein, on va le voir un peu plus loin, c'est qu'on va linéariser tout ça. Parce que dans des équations qu'on veut manipuler des exponentielles, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc on va linéariser cette courbe de façon à ce que ça simplifie les équations derrière. Mais disons, monsieur, l'exponentielle, c'est le modèle le plus précis qu'on puisse avoir au niveau de la diode. Ok, d'accord. Merci. Alors, en application numérique, si je prends le cas suivant, si je prends un courant de 1 mA, eh bien, la résistance dynamique vaudra 26 ohms, ce qui n'est pas très grand. Si je prends maintenant 10 fois plus, 10 mA, vous aurez une résistance dynamique qui vaut 2,6 ohms. Donc, le fait d'augmenter le courant, eh bien, le point de polarisation, en fait, on le déplace de plus en plus en haut sur la courbe. Du coup, le 1 sur RD devient faible et du coup, le 1 sur RD devient grand et du coup, le RD devient faible. Et pareil, si vous prenez encore 10 fois plus de courant, 100 mA, vous avez une résistance dynamique qui vaut 0,26 ohms. monsieur. Non. Ouais. Par rapport au point de polarisation, comment on le choisit? C'est spécifique à la diode ou vraiment, enfin, je comprends pas trop à quoi ça correspond en fait. Tu peux répéter ta question? Le point de polarisation I0, est-ce que c'est spécifique à la diode ou on le choisit? Comment, enfin, Non, je alors, comprends pas on le trop. choisit. Alors, je viens de voir la main levée. Hein. Je suis désolé parce que devant l'écran, je n'ai pas la conversation. Je Oui, oui, pas de vois qu'il y a une souci. notification. Donc, si vous voulez être sûr que. N'hésitez pas à appuyer sur la barre d'espace. Et du coup, ça valide votre micro et vous pouvez prendre la parole. Parce que sinon, comme je n'ai pas directement la conversation sous les yeux, il faut que je m'en rende compte par une notification. Alors, pour répondre à la question de quoi dépend ce point de polarisation, on va prendre l'exemple précédent. Regardez voir. Voilà, ce schéma-là. Celui-ci.
exemple tout simple, je voudrais savoir quel est mon point de polarisation dans le montage qu'on a là. Eh bien, ce que je fais, tout simplement, là, je sais que la diode est passante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le courant ID. Alors, le courant ID, on l'avait calculé. Hein. On avait donc VAK. Ici, on a donc la tension est comme ceci. Donc, VAK plus R1 ID moins 10 égale à 0. Ce qui fait que le courant ID vaut 10 moins VAK sur R1. Alors, VAK, c'est 0,7, ça fait donc 9,3 divisé par R1. Donc, si je prends, par exemple, R1 qui vaut 1000 ohms, donc si ça fait 1000 ohms, ça fait donc 9,3 divisé par 1000, c'est-à-dire 9,3 milliampères. Ça, c'est votre courant I0. Ça, c'est le courant continu qui traverse la diode. Ok. D'accord ? Alors après, pour appliquer une variation autour de ce point de fonctionnement, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'en plus de ces 10 volts, on rajoute ici une tension sinusoïdale, que je peux appeler par exemple V1, qui va s'additionner à ces fameux 10 volts. De cette façon-là, on va avoir, si là je représente VAK, eh bien vous allez avoir une tension qui vaut 0,7, autour de laquelle on va appliquer une variation de tension. Cette variation de tension va venir pour une partie de V1. D'accord ? Oui. Là, on aurait la caractéristique qui monte ici avec ID. OK ? Et en TD, vous allez le voir ça. Oui, merci. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport aux mains levées que j'avais vu tout à l'heure ? Non, c'est bon ? Voilà, alors, donc la diode, ce n'est pas un composant qui est linéaire, parce que sa relation, c'est une exponentielle. Partant de là, la caractéristique ID en fonction de VAK n'est pas linéaire. Alors, ce qui se passe, c'est que si on applique une petite variation de tension autour d'un point de fonctionnement, l'exponentielle qui est présente ici, ben, je peux linéariser et je peux faire apparaître une droite. Ce n'est pas trop ridicule. D'accord ? Donc là, si je fais apparaître une droite pour la tangente, la droite va coller à l'exponentielle sur une bonne partie, parce qu'en fait, on a une petite variation autour d'un point de fonctionnement. Si maintenant, j'applique une grande variation autour de ce point de fonctionnement-là, eh bien, ça veut dire que ma tension elle va pouvoir passer de U0 jusqu'à, par exemple, un point ici, et en redescendant de nouveau vers ce point-là, si j'applique une grande variation, eh bien, on va parcourir toute l'exponentielle et du coup, la droite n'est plus collée à l'exponentielle. Ça, c'est pour traduire le fait que pour un régime petit signal, c'est-à-dire les faibles variations autour du point de fonctionnement, si j'applique une faible variation de tension U autour de la tension U0, eh bien, on va avoir une variation de courant qui sera proportionnelle à cette variation de tension. Si maintenant j'applique une forte variation de tension, eh bien, le courant I0 ne variera plus proportionnellement par rapport à cette tension. Parce que la caractéristique, on sera en train d'utiliser des parties qui ne seront pas linéaires. Donc, comme on veut tout linéariser, ça veut dire que si on veut modéliser tout ça, il faut considérer des petites variations autour d'un point de fonctionnement. Voilà, donc là, on est dans le cas où on a une petite variation autour du point de fonctionnement. Donc, si j'applique une tension sinusoïdale, très faible en variation, on aura un courant sinusoïdal autour du point de fonctionnement
le système, on dit qu'il fonctionne en linéaire à ce moment-là. Monsieur, Oui. en fait, je comprends pas la notion de polarisation. Une polarisation, c'est-à-dire qu'on fait passer un courant continu dans la diode. C'est ça qu'on appelle une polarisation. C'est ce qu'on appelle aussi un point de fonctionnement. Après, autour de ce point de fonctionnement, on peut rajouter des variations. D'accord? C'est ce qu'on appelle le régime variable. Et le régime variable, on peut l'appliquer à différents points de polarisation. Ça peut produire des résultats différents. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À peu près, ouais. À peu près. Alors, si, imaginons, je prends vous voyez le schéma qu'on a ici? On a la caractéristique de la diode. Donc, la diode, elle est ici. Hein. Ça, c'est la caractéristique qui est en fonction de VAK. Si je me place en ce point-là, j'ai donc une tension. Je vais appeler, j'ai donc une tension ici. Si je l'appelle U1. Si j'applique une petite variation U1 autour de ce point de fonctionnement, je fais donc une variation de ce genre, d'accord? Et cette variation va produire une variation de courant également. D'accord? Le point de polarisation, par exemple, est ici. C'est un courant I0. Le courant I0, c'est un point de polarisation. C'est-à-dire que c'est une tension continue. C'est un courant continu qui traverse la diode. Ici, dans cette diode, je m'arrange pour que la tension VAK varie autour de ce point de fonctionnement. Je vais donc avoir un courant qui traverse la diode qui sera un courant continu plus une variation autour de ce point de fonctionnement. D'accord? Ça, on l'utilise pour modéliser les systèmes. Parce que ce qui nous intéresse pour modéliser les systèmes, c'est les variations, ce n'est pas le point continu. D'accord, merci. D'accord? Alors pour l'instant, on ne vous présente pas encore l'intérêt de ce genre de choses, mais rapidement, vous allez voir en automatisme, par exemple, l'intérêt de modéliser les systèmes et de les faire fonctionner autour d'un point de fonctionnement. Alors, maintenant, je vais vous présenter ce qu'on appelle la droite de charge, donc le point de fonctionnement. On a un schéma dans lequel vous avez une résistance en série avec la diode. Donc, pour avoir le point de fonctionnement, comment va-t-on faire? Eh bien déjà, le point de fonctionnement, c'est l'intersection de deux caractéristiques. Déjà, dans le montage, on a donc une diode D1, ce qui fait que j'ai déjà ici la caractéristique ID en fonction de VAK. Donc la caractéristique de la diode ici, j'y échappe pas, c'est le composant qui l'impose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point de fonctionnement sera forcément sur la caractéristique qui est présente ici. Ça concerne le composant ici. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre en place une équation que je vais obtenir d'après ma loi d'Email, que je représente ici. Et donc l'équation, ça va être VAK, ce sera égal à moins R1 ID plus E, ce qui fait que ma loi d'Email me dit ID est égal à E moins VAK sur R1. Ça, c'est une expression linéaire. Si je trace cette courbe, je vais avoir, pour VAK qui vaut 0, je vais avoir ID qui vaut E sur R1, c'est-à-dire la valeur qu'on a ici. Et si je prends VAK qui vaut 1 volt, je vais trouver un courant ici qui vaut 16 mA si je prends les valeurs numériques de E et de R1. Et donc cette caractéristique ID en fonction de VAK, c'est une droite que l'on a ici.
Donc le point de fonctionnement, ce sera l'intersection de ces deux caractéristiques, celle qui vient de la diode et celle qui est imposée par le circuit extérieur et la diode. Mais comme la caractéristique de la diode n'est pas une caractéristique linéaire, ça veut dire que le point de fonctionnement, je ne peux le trouver que par une lecture graphique. Ou alors, ça veut dire que je dois manipuler une exponentielle, ce qui va fortement compliquer la résolution d'équations. Donc la droite de charge est là tout simplement pour but de faire prendre conscience que le point de fonctionnement, c'est l'intersection de deux graphiques. Celle du composant est celle des composants extérieurs à la diode, mais que pour trouver le point de fonctionnement, avec une exponentielle, on n'a pas d'autre choix que de faire une lecture graphique. D'où l'intérêt de passer après, de linéariser cette caractéristique pour simplifier les expressions. Alors, ensuite, on va parler de la puissance. Cette diode, pour calculer sa puissance, je fais tout simplement le produit de la tension par le courant. Ça, c'est une puissance temporelle. Maintenant, si je veux calculer sa puissance en watts, il faut calculer la valeur moyenne. C'est-à-dire 1 sur T fois l'intégrale de 0 à T du produit de la tension fois le courant qui traverse cette diode. Et si cette valeur de puissance active est plus grande que la puissance max donnée par le constructeur, la diode claque, sinon la diode résiste. Ensuite, on a la température. La température va influer sur la caractéristique que je vous ai présentée tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans l'expression de ID, la température joue un rôle. Donc, lorsque la température varie, ça va faire chuter, du coup, la tension VAK. Donc, la tension VAK diminue de 2 millivolts par degré lorsque la température augmente pour un courant constant. Ensuite, plus la température augmente, plus le courant va augmenter. Ça peut provoquer ce qu'on appelle des emballements thermiques. Alors, ici, je vous ai représenté 3 courbes de caractéristiques de diode. La première, celle qui est à droite, correspond à une température de moins 55 degrés. Celle du milieu, 25 degrés, et celle de gauche à 125 degrés. Donc, vous voyez que dans le montage précédent, bien, le point de fonctionnement était délimité, était fixé par l'intersection des deux courbes. Or, entre moins 55 degrés, où on a un courant qui vaut à peu près 14 mA, et puis à 125 degrés, un courant qui vaut à peu près 24 mA, on est quasiment du simple au double. Ça veut dire que lorsque la température varie, le courant dans la diode varie également. Alors, cette propriété a été utilisée au début pour utiliser la diode comme capteur de température. On faisait passer un courant constant dans la diode, et en récupérant la tension à ces bornes, on pouvait avoir une estimation de la température. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la température varie, le point de fonctionnement dans la diode va aussi également varier. Ça peut être gênant. Ensuite, on va passer à l'approximation du schéma de la diode. Alors, la première approximation, c'est la caractéristique exponentielle. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais présenté la caractéristique de la diode qui était une exponentielle. Donc, on avait ici une exponentielle de ce genre. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va tracer tout simplement la tangente à la partie haute de la droite, ce qui va donner finalement deux régimes. Là où on a la droite montante, ça sera la diode passante, et lorsque la droite est horizontale, on aura donc la diode bloquée. Donc deux régimes. Alors pour arriver à avoir ce modèle, eh bien, on va fonctionner en schéma équivalent.
Si la diode est bloquée, on est uniquement dans la partie gauche de la caractéristique, ce qui veut dire que le courant vaut 0. Donc le schéma équivalent, c'est un interrupteur ouvert. Si l'interrupteur est ouvert, le courant ID vaut 0. Par contre, au niveau de la tension, on peut avoir plein de points de fonctionnement. On peut avoir ce point-là, ce point-là. Donc la tension VF, elle n'est pas forcément nulle. Ce qu'on est sûr, c'est que le courant ID vaut 0. Ensuite, si la diode est passante, on se place à ce moment-là dans cette zone ici, où la diode est passante. Et donc dans cette zone, c'est une équation de droite, à savoir l'équation présente ici, c'est VAK, c'est la tension VF qui vaut à peu près 0,7 volts, plus la résistance dynamique RD fois ID. Sachant que la pente ici, c'est 1 sur RD. Donc on peut modéliser une diode passante par une source de tension VD, alors on appelle ça VD ou VF, c'est la même chose, c'est une source de tension idéale qui vaut à peu près 0,7 volts, en série avec une résistance qui est la résistance dynamique. De ce fait-là, l'exponentielle est remplacée par un schéma dans lequel vous avez une relation linéaire, ce qui simplifie énormément les calculs. Ça, c'est la modélisation la plus détaillée avec des droites. Au niveau de la puissance, on calcule la valeur moyenne de VAK fois ID. Alors, le ID, c'est un ID moyen plus un ID variable. La tension VAK, c'est tout simplement 0,7. Et en utilisant la relation que l'on a ici, je vais remplacer tout simplement VAK par l'expression que j'ai ici. Ça nous fait VF fois ID moyen, plus RD fois la valeur moyenne de ID carré de T. Et ça, valeur moyenne de ID carré de T dt, c'est la valeur efficace qu'on met au carré. Si RD est faible, à ce moment-là, ce terme devient négligeable et la puissance dissipée ne fait apparaître que VF fois ID moyen. Donc, VF ID moyen, c'est le calcul classique qu'on utilise pour calculer la puissance que développe la diode lorsque un courant la traverse. Donc, si la puissance dissipée est supérieure à la puissance du constructeur, eh bien, la diode est détruite. La deuxième approximation, on va simplifier. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'on n'est plus avec une caractéristique sous forme de droite. On a une caractéristique avec où on néglige RD. C'est-à-dire qu'on considère que RD tend vers 0. Donc, on a deux caractéristiques, celle où la diode est passante, c'est une droite verticale, et celle où la diode est bloquée, c'est une caractéristique horizontale. Donc, si la diode est bloquée, eh bien, le schéma équivalent, c'est le même, parce qu'on a un courant qui vaut 0. Donc, une diode bloquée, son schéma équivalent, c'est un interrupteur ouvert. Si la diode est passante, à ce moment-là, on est sur la caractéristique verticale et on remplace tout simplement la tension VAK par la valeur de VF, à peu près 0,7 volts. Du coup, le schéma équivalent, on n'a plus de résistance dynamique, on a tout simplement une source de tension qui vaut 0,7 volts, qui symbolise la tension aux bornes de la diode. Donc le schéma équivalent se simplifie. Au niveau de la puissance moyenne, eh bien,
on reprend les calculs et on va retrouver la même chose que tout à l'heure, dans le cas où RD était négligé. C'est-à-dire que la puissance dissipée, c'est VF fois le courant ID moyen. Cette puissance dissipée doit toujours être inférieure à la valeur du constructeur. Troisième approximation, on considère la diode cette fois-ci comme étant une diode idéale, à savoir que lorsque la diode est passante, on a une droite verticale qui passe sur l'axe des ordonnées, et lorsque la diode est bloquée, le courant ID vaut 0. Du coup, le schéma équivalent, lorsque la diode est bloquée, c'est pareil qu'auparavant, puisque la caractéristique n'a pas changé. Lorsque la diode est bloquée, c'est un interrupteur ouvert. Et lorsque la diode est passante, eh bien, la tension VAK vaut 0. Donc, si la tension VAK vaut 0, c'est tout simplement un interrupteur fermé. Dans ce cas-là, si on veut calculer la puissance dissipée vaut 0 parce que lorsque la diode est passante, la tension VAK vaut 0. Donc, forcément, VAK fois ID vaut 0. Ensuite, fonctionnement à haute fréquence. Donc, lorsqu'une diode fonctionne à haute fréquence, on a un phénomène d'évacuation de charge électrique au niveau de la jonction qui fait apparaître qu'on a un retard qui peut se produire lorsqu'on fait passer la diode de l'état passant à l'état bloqué ou de l'état bloqué à l'état passant. Donc, ce phénomène de retard, comment on le modélise? On le modélise tout simplement avec un condensateur que l'on met en parallèle avec la résistance. Ce condensateur est là pour faire apparaître une constante de temps, de charge ou de décharge, qui traduit le fait que les charges qui sont accumulées au niveau de la jonction de la diode mettent du temps à s'évacuer ou à transférer d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est le schéma équivalent qu'on peut utiliser pour rendre compte du fonctionnement de la diode à haute fréquence. Mais dans notre cas, on ne l'utilisera pas, c'est juste pour citer le fonctionnement à haute fréquence. Alors maintenant, si je pars du principe que dans un montage, on n'a pas forcément une diode, mais on peut en avoir plusieurs, surtout lorsque celles-ci sont associées ensemble. Si je prends l'exemple du montage suivant, pour le montage, j'ai 4 diodes qui sont alimentées et derrière, j'ai une résistance. Comment je vais faire pour analyser ce montage? Puisqu'on n'a pas une diode, mais on en a 4. Eh bien, on va utiliser les deux règles très simples suivantes qui disent que lorsque les diodes sont regroupées par la cathode, eh bien, dans un groupement à cathode commune, c'est la diode qui a le potentiel au niveau de l'anode le plus élevé qui va conduire. Donc, on a deux anodes. On va regarder quel est le potentiel en A de D1, quel est le potentiel en A de D2. Et c'est le potentiel qui sera le plus élevé qui va dire quelle diode conduit. Si maintenant, on a un montage où les deux diodes sont reliées entre elles par l'anode, eh bien, c'est la diode qui aura le potentiel cathode le plus faible qui va se mettre à conduire. Alors ça marche pour deux diodes, ça peut aussi marcher pour 2, 3, 4, 5 diodes qui sont en commune, qui ont soit la cathode en commune, soit l'anode en commune. Alors, on va prendre l'exemple qui suit, où j'ai 4 diodes, D1, D2, D3, D4. Donc, dans ce cas-là, j'ai un montage à cathode commune en haut, et j'ai un montage à anode commune en bas. Ce que je vais faire, je vais regarder, je vais appliquer la règle suivante. Donc, dans le montage à cathode commune en pointillé rouge, eh bien, la tension U, la flèche de la tension U est appliquée à l'anode de D1. Le bas de la tension U est appliqué à l'anode de D2. Donc, si ma tension U est positive, ça veut dire que j'ai un potentiel positif sur l'anode de D1.
que j'ai un potentiel négatif sur l'anode de D2, puisque la tension U de T est positive. Ça veut dire que le potentiel du bout de la flèche est plus élevé que le potentiel du bas de la flèche. Donc, ça veut dire que le potentiel, l'anode qui a le potentiel le plus élevé, c'est D1. Donc, quand U de T est positif, D1 conduit. Oui, Sofiane? Du coup, si c'est un groupement de diodes, il faut que ce soit toujours, faut que ce soit forcément la même diode, ou ça peut être des diodes différentes. On va considérer que c'est les mêmes diodes. Mais normalement, effectivement, la tension de seuil peut varier. Donc, si vous prenez des diodes au silicium et au germanium, ce sera un petit peu plus compliqué. Mais on va considérer que les diodes sont identiques. Mais l'idée, c'est ça, en fait. C'est la diode qui aura le potentiel. Si on a un groupement par cathode commune, ce sera la diode qui aura son anode au potentiel le plus élevé qui va conduire. Après, la tension de seuil, si elle est différente pour les diodes, c'est simplement qu'il faudra que la tension U de T soit supérieure au VF de la diode qui aura son anode au potentiel le plus élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Si le VF de D1 c'est 0,7 et que le VF de D2 c'est 1 volt, bien dans ce cas-là, il faut que la tension U de T soit supérieure à 0,7 parce que c'est D1 qui sera en conduction. Donc ici, ce sera D1 qui va conduire. D2 sera bloqué. Si maintenant U de T est négatif, si U de T est négatif, ça veut dire que le potentiel le plus élevé est ici et que le potentiel le moins élevé est ici. Parce que c'est comme si je considérais la tension ici comme étant positive. D'accord? Si U de T est négatif, c'est comme si je considère que moins U qui est ici est positif. Donc le potentiel positif se trouve ici et le potentiel négatif se trouve ici. De ce fait-là, quand U de T sera négatif, ça va être D2 qui va conduire. Et D1 sera bloqué. Ensuite, maintenant je considère le montage du bas, qui est en pointillé bleu, c'est un montage à anode commune. Avec le même raisonnement, je vais trouver que si U de T est positive, j'aurai un potentiel positif ici, et le potentiel le plus bas, lui, sera ici. Donc quand c'est un montage à anode commune, là c'est là où la cathode est au potentiel le plus bas qui va conduire. Donc ce sera D4 qui va conduire et D3 sera bloqué. Inversement, si U de T est négative, alors à ce moment-là, si U de T est négative, ça veut dire que le potentiel le plus bas sera ici, le potentiel le plus haut sera ici, et donc ce sera D3 qui va conduire quand U de T est négatif, et D4 sera bloqué. Une fois que j'ai défini mes différents intervalles, je peux très facilement savoir tracer la courbe de sortie. La courbe de sortie, c'est la tension US ici qu'on a au bord de la résistance. Alors, si je récapitule, si U de T est positif, c'est D1 qui conduit. Donc là, j'ai un interrupteur fermé pour D1. D2 est bloqué. Et si U est positif, j'ai D4 qui conduit. Donc ici, j'ai un interrupteur fermé et D3, c'est l'interrupteur ouvert. Donc le courant va forcément passer dans ce sens pour revenir par D4. Et on a donc US qui vaut plus U.
Donc, quand U de T est positif, U de S vaut plus U, et là, j'ai D1, D3 qui conduisent. Et le phénomène se répète ici, une période plus tard. Et moi, c'est pas D1 et D4 qui conduisent? Ah ouais, donc là, En bas. autant pour moi, du coup, le slide, c'est faux ici. Là. Donc ici, D4. Là, ce sera D3, ce qui paraît être plus logique. Bien vu. Voilà. Donc D1, D4. Lorsque U de T est négatif, et lorsque U de T est négatif, à ce moment-là, on va avoir D2 et D3 qui vont conduire, ce qui fait que l'aiguillage mis en place, on a un aiguillage ici, voilà, et ceci. Donc l'aiguillage mis en place fait que US est égal à moins U de T. Du coup, on se retrouve avec une tension qui est ce qu'on appelle redressée double alternance. La tension US est tout le temps positive. Après, il suffit juste de rajouter un condensateur en parallèle sur la résistance et ça permet de lisser la tension de façon à ce qu'on ait moins d'ondulation. Voilà, donc vous voyez, la règle permet très simplement de tracer, même quand on a beaucoup de diodes qui sont connectés ensemble. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle la diode Zener. La diode Zener, c'est une diode un peu particulière, c'est-à-dire que cette diode peut laisser passer le courant dans les deux sens. La diode précédente qu'on avait vue, on avait deux possibilités de fonctionnement. Diode passante, avec un courant ID positif, et diode bloquée avec un courant ID nul. Là, la diode Zener, en réalité, ce n'est pas deux modes, c'est trois modes de fonctionnement. Vous avez le mode de fonctionnement de la diode classique à droite, lorsqu'elle est passante. Là-dessus, il n'y a rien qui change. Vous avez la diode bloquée lorsque la tension VAK est inférieure à VF. Et vous avez une troisième zone ici où on a un courant négatif qui va traverser la diode. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Zener. Alors, la diode Zener n'est pas utilisée, on pourrait, mais elle n'est pas utilisée pour la partie diode passante. La diode Zener est utilisée pour, surtout, ce qu'on appelle l'effet Zener ici, qui lui permet de maintenir une tension à ses bornes constante, mais une tension du coup VAK négative. Alors, on utilise cette diode pour stabiliser ce qu'on appelle la tension. Donc, polarisation directe, fonctionnement idem que la diode classique. Et il y a ce qu'on appelle la polarisation inverse, où le régime de fonctionnement va être utilisé pour stabiliser la tension aux bornes de la diode. Du point de vue des schémas équivalents, alors déjà du point de vue des symboles, d'un aspect extérieur, c'est pareil, on a un anneau qui va symboliser finalement la cathode. Alors la cathode, elle est ici. Alors la seule différence avec la diode classique, c'est au niveau du symbole de la cathode. On n'a plus juste une barre verticale, on a un décroché sous deux formes, soit un genre de Z qui apparaît, soit un T auquel il manque un bout de la barre. Et ça permet de symboliser la diode Zener. Du point de vue du schéma équivalent, lorsque la diode est à l'état passante, ça ne change pas. On a le VAK qui vaut VD plus RDID si on prend en compte le modèle linéaire le plus précis. Quand la diode est bloquée ici, ce sera la même chose. La diode est équivalente à un interrupteur ouvert, parce qu'il n'y a pas de courant qui passe.
Et dans le mode Zener, eh bien, on a de nouveau une droite, ce qui fait apparaître d'un point de vue modélisation linéaire une source de tension qu'on appelle la tension VZ, c'est plus VF. La tension VZ ici, en fait, elle est paramétrable lors de la construction de la diode Zener. On peut très bien choisir un VZ qui vaut à moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 12, moins 20 volts. Alors que dans une diode classique, le VF ici, lui, on ne peut pas le paramétrer. Ça dépend du matériau utilisé, en l'occurrence germanium ou silicium, ça impose le VF, et celui-là, on ne peut pas le changer. Donc, l'avantage, c'est que ce fameux VZ, on peut le choisir, le paramétrer lors de la construction de la diode Zener. Alors, ce VZ est négatif, donc tel qu'il est fléché ici, il est négatif. Et vous avez également la pente de la caractéristique. Cette fameuse pente ici, eh bien, c'est le fameux 1 sur RZ qui caractérise. Alors, le 1 sur RZ n'est pas identique au 1 sur RD qu'on avait ici. Ce n'est pas la même valeur numérique. Parce que le principe de fonction n'est pas le même. Donc, on retrouve le courant ID qui traverse la diode lorsqu'elle est passante. Il faut savoir que pour une diode Zener, souvent, on utilise une notation qui est le fameux IZ, Izener. Alors, le IZ, c'est quoi? C'est tout simplement l'opposé du courant ID. Puisqu'en fait, c'est le courant qui traverse la diode lorsqu'elle est en mode Zener, mais un courant, on va dire, chiffré positivement. Donc, IZ, c'est l'opposé de ID, d'un point de vue symbolique. Alors, on va regarder un petit peu le montage classique utilisé pour stabiliser cette fameuse tension de sortie. Dans le cas présent ici, on a une diode Zener qui est insérée dans le montage et vous avez une résistance R qui vaut 1000 ohms, c'est ce qu'on appelle la résistance de sortie. Donc, à savoir, on pourrait utiliser ce petit montage pour, on va dire, pour stabiliser une tension, ce serait l'équivalent d'un chargeur, d'un lecteur MP3, ce genre de choses, où on fournit pas forcément un gros courant en sortie. Et donc, les points A et B, ça symbolise la sortie du chargeur. En l'occurrence, ce serait ici un chargeur 5 volts. Alors, pour savoir dans quel état se situe la diode Zener ici, eh bien, on va prendre l'hypothèse, comme pour la diode classique, que la diode est bloquée. Si la diode est bloquée, on va donc avoir IZ vaut 0. Alors, IZ, c'est moins ID, mais à partir du moment où la diode est bloquée, on considère que le courant est nul. Et ce qu'on va faire, c'est que on va calculer la tension de sortie U2. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la tension de sortie. Donc la tension U2, du coup, comme la diode elle est bloquée, ici on a un interrupteur ouvert, la diode Zener on la retire du schéma, et je suis en présence d'un pont diviseur de tension. Donc U2, ce sera la résistance grand R, qui est associée à U2, divisé par R plus RP, le tout multiplié par U1. Alors, comme U2, c'est la tension qui est en parallèle avec la diode Zener, eh bien, la diode Zener, elle va rester bloquée si on a la tension VAK qui est plus petite que VZ. En effet, si on regarde la caractéristique que l'on avait auparavant, ici, vous pouvez voir ici que la zone de blocage, c'est lorsque la tension VAK est plus petite que VF, donc elle est comprise entre VF et VZ. Donc, des ZD bloqués, on a cette relation-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que U2, c'est égal à moins
VAK. Donc, sur la caractéristique, tant que U2 est plus petit que la valeur absolue de VZ, c'est-à-dire qu'en réalité, je me situe dans la zone de blocage ici, eh bien, vous allez avoir la diode DZ va rester bloquée. Si maintenant U2 dépasse VZ en valeur absolue, c'est-à-dire si je me place, si la tension VAK devient plus grande que le fameux VZ, je vais passer à ce moment-là en mode Zener. À ce moment-là, la diode Zener passe en mode Zener. Ce qui veut dire que je peux remplacer la diode Zener présente ici par son schéma équivalent lorsque la diode est en mode Zener. Le schéma équivalent a changé. Du coup, je peux simplement trouver ma tension V2. Donc, ma tension UAB, je reprends les calculs que j'avais fait auparavant. Donc, tant que UAB est inférieur à VZ, DZ reste bloqué. Et j'ai cette expression ici. Donc, U1, c'est fixé à 12 volts. R sur R plus RP, ça vaut 0,32. Donc, quand la diode est bloquée, j'ai UAB qui vaut 0,32 U1, ce qui se traduit par la caractéristique que vous avez ici sur le graphique. Donc là, on ne fonctionne pas en stabilisation de tension. Mais plus tard, on va voir qu'on va y arriver. Alors maintenant que si UAB dépasse VZ, alors à ce moment-là, DZ passe en mode Zener. Et je peux calculer ma tension UAB en utilisant Milman, puisque UAB c'est VZ divisé par RZ, plus U1 divisé par RP. Comme je n'ai pas de source de tension associée à la branche où il y a R, je divise le tout par 1 sur RZ plus 1 sur RP. Donc là, c'est en l'absence de résistance grand R. Et à ce moment-là, on a UAB qui vaut VZ fois RP plus U1 fois RZ sur RP plus RZ. Ça fait une équation de ce type-là. Et on se retrouve avec, si on regarde le tracé, on se retrouve avec une droite qui augmente très peu. Et donc là, on est dans un procédé de stabilisation de tension. C'est-à-dire que même si la tension U1 varie beaucoup au-delà de 5,1 volts, la tension de sortie UAB, elle, peut varier puisque la pente, ici, est très faible. Donc on a un montage, à partir du moment où on dépasse la tension Zener, où U1 dépasse la tension Zener, on stabilise en tension en sortie. Bien. Alors je termine avec cette dernière diapo, et après je vous libère. Maintenant, je regarde la stabilisation aval. Maintenant, si la résistance ici varie en sortie. Bien, pour faire ça, je vais simplifier le schéma que l'on a à droite des points A et B. Pour le simplifier, j'utilise Thevenin. Alors, pour le simplifier, je déconnecte la résistance grand R et je mesure la tension UAB à vide. Pour mesurer la tension à vide, comme j'ai déconnecté ma résistance grand R, eh bien, je réutilise Milman. Je vais donc avoir VZ sur RZ plus U1 sur RP, le tout divisé par 1 sur RZ plus 1 sur RP. Ici, U1 est stabilisé à 12 volts pour être sûr qu'on a une stabilisation, ce qui nous fait donc 5,27 volts. Ça, c'est le ETH. Ensuite, si je veux le R Thevenin, eh bien, je vais tout simplement éteindre la source de tension VZ que je remplace par un fil. J'éteins la source de tension U1, je remplace par un fil.
Et RTVNA, c'est la résistance vue entre les points A et B, c'est-à-dire RZ en parallèle avec RP. Le calcul nous donne RZRP sur RZ. Il y a une erreur, c'est RZRP sur RZ plus RP, c'est 11,7 ohms. Du coup, je peux simplifier mon schéma vu entre les points A et B par ETH en série avec RTH. Et maintenant, je peux très simplement calculer la tension U2 en fonction du courant de sortie. U2, c'est ETH moins RTH fois I2, ce qui va nous donner une courbe de droite descendante ici, lorsque la diode DZ fonctionne en zénaire. Si maintenant la diode DZ est bloquée, on va tout simplement remplacer la diode zénaire par un interrupteur ouvert et on aura la relation donnée par la loi des mailles ici. U2 vaudra U1 moins RP fois I2. Donc là, on chute fortement en tension, on n'est plus stabilisé en tension. Donc, lorsque le courant augmente, vous avez un point de fonctionnement qui chute. Et à partir du moment où la tension en bande de la zénaire devient plus petite que la tension zénaire, on perd cette stabilisation en tension. Voilà. On va arrêter là. On se revoit normalement vendredi pour la suite du cours. Je vous parlerai des amplificateurs. Donc, ce qui est théorème généraux, ça c'est fini. On va passer sur la notion d'amplificateur à base d'AOP. On se retrouvera de la même façon. Donc, je vais essayer de garder le même lien pour la réunion Zoom du cours suivant. Je vous renverrai un email de confirmation. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sinon? Alors, le diapo pour ça. aujourd'hui, oui, je vais le mettre en ligne. Je vais en faire un PDF et puis du coup, je le rebascule cet après-midi sur en ligne. D'accord? Je vous demanderai, si c'est possible, je vous donnerai aussi également la deuxième évaluation intermédiaire qui vous permettra de faire un petit peu le point dessus. Et je vais essayer de convertir la vidéo pour la mettre en ligne, mais ça risque d'être un peu plus compliqué parce que 2 heures, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour mettre en ligne. Je vais essayer de le faire et je vous tiens au courant par rapport à ça. Et pour savoir, est-ce que vous avez pris en enregistrement la correction de l'évaluation tout à l'heure ou pas? Oui, il y a tout normalement. Hein. Oui. C'est à partir du moment où, en gros, c'est à partir de 13h30 jusqu'à maintenant. Ok, super, merci. Voilà. Très bien. Donc, je vous tiens au courant. N'hésitez pas aussi à me faire un retour si jamais vous voyez des choses qu'il faut améliorer ou pas. Voilà. En tout cas, on va continuer comme ça. Pour les TD, ce sera pareil. Pour l'instant, on n'en parle pas, mais après, ça va commencer la semaine prochaine où les traitements de TD se feront de la même façon. Où là, c'est vous qui prendrez la parole pour faire la correction et puis animer un petit peu tout ça. Vous verrez que ça se fait très bien également. D'accord? Très bien. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on va en rester là et donc on se retrouve vendredi. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.